Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique où on va se replonger ensemble dans l'univers de Matrix. D'ailleurs, il y a quelques temps, j'avais fait un 5 secrets sur Matrix qui a plutôt bien fonctionné en termes de vues. J'en profite donc pour vous remercier. Les clins d'œil et références à inspiration sont très nombreux au sein de la saga, mais attardons-nous plus particulièrement sur le lien existant entre Matrix et la mythologie grecque. La toute première inspiration qui nous vient en tête est bien évidemment l'oracle. Un oracle est, selon la définition la plus courante, une personne exerçant la divination, l'art de prédire l'avenir. Dans Matrix, l'oracle ne possède ni boule de cristal ni carte de tarot, mais on peut la voir examiner les paumes de Neo, pratiquant ainsi une forme de divination par les lignes de la main, qu'on appelle la chiromancie. Bon, voyons. Là, normalement, je dois dire... voilà qui est intéressant, mais... Et là, vous dites... Mais quoi? Mais vous savez depuis longtemps ce que je m'apprête à vous dire. Je ne suis pas l'élu. Je suis désolé. Néanmoins, un oracle est également défini ainsi. Réponse donnée par une divinité à celui qui la consultait en certains lieux sacrés. Donc il ne s'agirait pas là d'une seule personne, mais d'une institution, un peu comme l'oracle de Delphes en Grèce. Les simples mortels ne pouvant ni voir ni entendre les dieux et les déesses, sous peine de mourir, ils ont pour cela besoin d'un interprète, d'un intermédiaire. Suivant les cultures, on les appelle les sibylles dans la mythologie grecque, les augures dans la Rome antique, ou encore les prêtresses de l'oracle de Delphes. Une idée répandue veut que la prêtresse de l'oracle d'Apollon ait été unique, mais en réalité elles ont été jusqu'à 3, 2 titulaires et une suppléante. Ouais, je sais, ça casse un peu le mythe. On a également longtemps pensé que la prêtresse était une sorte de marionnette qui était momentanément possédée par la divinité. Les meurtres ont pourri le cœur, se libérera de ses chaînes. Le sang d'un innocent sera versé, et les serviteurs et maîtres se trouveront réunis de nouveau. Excusez-moi, mon garçon, vous avez dit quelque chose? Et évidemment, nous ne pouvons pas oublier la spécialité du chef, ou de la chef, les prophéties. On peut la définir comme la prédiction d'un événement à venir. Dans Harry Potter, comme dans Matrix, il y a cette fameuse prophétie, avec l'élu qui lui est indissociable. Notamment dans Harry Potter, nous avons la parfaite illustration des conséquences malheureuses d'une prophétie imprécise, causant la mort des parents de Neville, en plus de ceux d'Harry. Dans Matrix, l'oracle distille les informations au compte-gouttes, afin de guider Neo, mais en se gardant de tout lui révéler, ce qui pourrait lui donner trop de choix, donc trop d'imprévisibilité, et donc le menant probablement vers un échec. Aussi, l'oracle elle-même dit qu'elle ne voit pas tout, et c'est peut-être mieux ainsi. Dans Matrix, c'est bel et bien l'oracle qui prophétisera auprès de Morpheus qu'un élu apportera la paix entre les machines et les humains. Dans la mythologie grecque, pour consulter l'oracle, il fallait respecter un certain rituel. Et dans Matrix, c'est un peu similaire. On ne consulte pas l'oracle quand on en a envie, c'est elle qui décide d'être consultée ou non. De plus, tout comme dans la mythologie grecque, son rôle n'est pas de donner des informations claires et précises, mais plutôt des discussions, des maximes mystérieuses à interpréter. On peut également souligner le fait que l'oracle transmet des informations auprès des personnages également via ses cookies. Simple biscuit anodin dans Matrix, mais qui rappelle bien évidemment la notion de cookie informatique. En surfant sur internet, vulgairement, lorsque vous acceptez un cookie, vous acceptez que le site hôte vous stocke un fichier dans votre mémoire. L'oracle transmet donc des informations verbales à Neo, mais également non verbales via ses cookies. Comme affirmé précédemment, chaque oracle est en lien avec un dieu de la mythologie grecque. On pourrait également se dire, dans une certaine mesure, que l'oracle dans Matrix possède un lien, une connexion particulière avec l'architecte, qui pourrait être assimilé à un dieu. C'est lui qui façonne la matrice et peut décider de la rebooter, tout comme un dieu. Et rappelons également, pour le petit clin d'œil, que dans le monde de la franc-maçonnerie, Dieu est désigné comme étant le grand architecte de l'univers. Continuons maintenant avec une autre référence à la mythologie grecque, Morpheus, qui renvoie bien évidemment au dieu Morphée. Nous connaissons tous cette fameuse expression. Tomber dans les bras de Morphée. Mais de qui s'agit-il au juste? Fils d'Hypnos, le sommeil, et Nyx, la nuit, Morphée est le dieu des rêves prophétiques. Vous vous souvenez du marchand de sable? Eh bien, le rôle de Morphée est à peu près similaire, puisqu'il endort les mortels parcourant les cieux à l'aide de ses ailes de papillon.
En plus de les endormir, il leur donne des rêves pour la nuit, qui sont censés les apaiser et leur faire oublier les tracas de la journée. Mais rappelons que Morphée n'est pas seulement le dieu des rêves. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le dieu des rêves prophétiques. Une fois de plus, on va parler de prophétie, mais cette fois-ci, je vous laisse avec Alex. A noter que par son rôle, Morpheus ne semble pas être une copie de Morphée, mais plutôt l'anti-Morphée. Son rôle n'est pas d'endormir les mortels, mais plutôt de les réveiller et de les sortir de leurs rêves. Dans Matrix, tomber dans les bras de Morphée signifierait se réveiller. On pourrait également ajouter que c'est un peu la spécialité de Morpheus d'inverser les concepts. Souvenez-vous du moment où il parle d'Alice au Pays des Merveilles à Neo. Alice, dans le livre de Lewis Carroll, doit suivre le lapin blanc au fond du trou pour découvrir le monde des merveilles. Alors que Neo, lui, doit suivre le lapin blanc selon Morphée, mais pas pour trouver un monde merveilleux, mais un monde chaotique mais bel et bien réel. Pour revenir sur Morphée, dans la mythologie grecque, il lui arrive également de prendre une forme humaine et d'aller délivrer des messages capitaux via les rêves. A titre d'exemple, Morphée annonce à Alcyone la mort en mer de son mari, Ceyx. Ou encore c'est Morphée qui a pour charge d'annoncer à Agamemnon la victoire des Achéens et donc la chute de Troie. Tout comme Morpheus a eu pour mission d'annoncer à Neo la victoire des machines et donc la chute de la civilisation humaine. Continuons maintenant avec un troisième personnage inspiré de la mythologie grecque, Perséphone, qui fait son apparition à partir du second opus. Élevée en secret en Sicile par sa mère Déméter, la déesse des moissons et de l'agriculture, une très belle jeune fille cueille des fleurs dans les bois, en compagnie de nymphes appelées Océanides. Mais un jour, ces dernières la perdent de vue. S'est-elle prise pour Alice en tombant dans un trou? Elle l'ignorait toute, mais Perséphone avait été enlevée par rien que moins que le dieu Hadès, qui se trouve être son oncle, et qui désirait d'elle qu'elle devienne sa reine. Sa mère, désespérée, décida de partir à sa recherche, puis après 9 jours et 9 nuits, elle décida que tant qu'elle n'était pas réunie, la terre serait affamée. Et ce n'est pas une menace en l'air, puisque la famine pourrait faire disparaître l'humanité tout entière. Or, rappelons-le, les dieux tirent toute leur force de leurs prières. Finalement, Déméter découvre la vérité, et elle descend aux enfers pour aller rouspéter. Malheureusement, Hadès refuse de lui rendre sa fille. Alors la déesse demande à son mari, Zeus, de faire plier son frère, ce qu'il refuse parce que, soi-disant, il ne veut pas prendre parti. Finalement, devant la menace qui pèse sur tous les dieux, il doit accepter de faire un compromis. Perséphone resterait aux enfers auprès d'Hadès pendant l'automne et l'hiver, période morose causée par la tristesse et la colère de Déméter. Mais elle retournerait sur Terre et dans l'Olympe pendant le printemps et l'été, période de renaissance provoquée par la joie de la réunion de sa mère avec sa fille. Néanmoins, Déméter souhaitait profiter d'elle, plus que 6 mois par an, et on la comprend. Alors, prenant pour argument que Perséphone et sa fille, quand même, elle parvient à faire céder les 2 frères en obtenant 8 mois avec sa fille contre 4 mois sans elle. Et ta chaîne? Hein? Parle de ta vidéo sur le sujet. Ah, ok. Alors cette histoire de Perséphone, Hadès et d'enlèvement et de saison a été brièvement résumée, mais si vous souhaitez connaître un peu plus de détails croustillants sur cette histoire, je vous invite sur ma chaîne en cliquant sur la carte là qui s'affiche sur la gauche. C'est très relaxant et en plus j'ai tout écrit en rime. Mais cliquez seulement après avoir terminé cette vidéo, hein, sinon c'est pas poli. Pour en revenir à Perséphone, cette référence-là n'est pas claire, mais nécessite plusieurs interprétations. Dans Matrix, Perséphone est l'épouse du Mérovingien, qui rappelle dans une certaine mesure Hadès, le dieu des enfers. Il accumule quelques péchés capitaux, gourmandise, orgueil et colère pour ne citer que, et fait donc partie de ces personnages manipulateurs qui n'attirent aucune sympathie. Il faut rappeler que le royaume d'Hadès se trouve sous terre, et que le Mérovingien, tout comme le dieu des enfers, semble également mener sa vie en souterrain, loin de la lumière. Le fait d'appeler Perséphone ainsi est peut-être un moyen utilisé par les Wachowski pour définir la matrice comme étant l'enfer. Et autre similitude, comme l'a dit l'archéonaute, Perséphone est contrainte de rester en enfer contre son gré, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le personnage par Monica Bellucci ne semble pas très épanoui auprès de son mari. Allez, si on pousse encore un peu plus loin, Perséphone dans Matrix ne semble pas pouvoir quitter son époux 8 mois par an, comme dans la mythologie. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas de saison dans la matrice et que le temps semble être toujours le même, grisâtre, enfin verdâtre. Bon, là je me suis égaré. Quant au Mérovingien, je trouve le choix de son prénom très étrange et cela nécessite une analyse. Cela sera sûrement le sujet d'une prochaine chronique pour expliquer pourquoi l'histoire de France a un rapport avec Matrix. Cette chronique est terminée.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à lâcher un pouce bleu. Et je remercie encore une fois l'Arcano d'être venu sur la chaîne, ça commence à devenir une bonne habitude. En attendant, je vous renvoie bien entendu vers nos autres vidéos et bien entendu vers sa chaîne et je vous dis à la prochaine.